nous entrons dans cette période d'une société qui certes est stable, mais où la critique de ces défauts, graves, de ces défauts rédhibitoires, devient éminemment politique, même noir, sombre. Les titres des ouvrages donc, de cette époque me paraissent parfaitement explicites, sans qu'on détaille outre mesure. Morgue pleine, en 1973. Que d'os, Jean-Patrick Manchette, dans ses deux livres, qui met en scène un privé à la française. Eugène Tarpon, qui jette sur notre société un regard désabusé. La nuit des grands chiens malades, en 72, de l'auteur qui signe ses livres, par provocation militante, de 3 initiales, A, D, G, comme Alain Dreux-Galou, de son vrai nom Alain Fournier, et qui décrit, il fallait faire, le Berry profond et criminogène. À Bulletin rouge, en 73, de Jean Vautrin, pour une descente dans le mal de vivre des banlieues dortoirs durant une période électorale. Le roi des ordures, en 97, sur la tyrannie d'un despote mexicain et l'homme qui a assassiné sa vie en 2001, un petit peu de la période que je décris, pour la vengeance d'un affairiste révolté d'avoir servi de bouc émissaire, de livre toujours de Jean Vautrin. Descente en torche, en 74, d'Emmanuel Herrère, qui met en scène d'anciens mercenaires manipulés. Bungalow en 81, pour une exploration par Alain de Mouzon de la vie dans les lotissements modernes. Magnifique, le salon du prêt-à-saigner, en 78, de Joseph Bialot, qui raconte un racket dans le quartier parisien de la confection. Enfin, mon préféré, Hugues Pagan, qui œuvre encore beaucoup aujourd'hui, scénariste très actif. Hugues Pagan, qui est un commissaire de police, ce que certains ignoraient d'ailleurs, puisqu'il n'en faisait pas état, qui met en scène des policiers désabusés, dans un livre au titre qui porte tout l'ennui, La mort dans une voiture solitaire, en 82. Donc le polar devient peinture de crise, la crise en termes d'événements, mai 68, la fin de la gauche prolétarienne, la guerre d'Algérie. Donc l'événement et la crise devient, enfin les événements et pris à travers cette situation de crise devient son sujet au polar. Tandis que la crise dont souffre le personnage central du genre le disloque et l'annihile. Elle est banalisée, elle est la respiration, l'oxygène de ses romans. Dans son dernier roman, écrit, alors publié de son vivant, parce qu'il y en a encore un après, de Jean-Patrick Manchette, donc le célèbre ouvrage La position du tireur couché, illustre bien l'anéantissement du personnage principal de ce genre, de son humanité, de sa croyance en un monde meilleur, à l'origine de son implication dans l'enquête. Le style est dépouillé, n'offre jamais à son personnage, un tueur à gages, la possibilité de réfléchir sur lui-même, ce qui fait de lui un être dénué de toute humanité, ballotté par des circonstances que jamais il ne cherche réellement à dominer. Aux USA, à la même époque, Ross MacDonald crée une série consacrée au détective Lew Archer, qui réside en Californie, à Santa Teresa. Celui d'ailleurs a été incarné 2 fois au cinéma par Paul Newman. Et là, on a aussi un héros démocrate mais contestataire, pas toujours synonyme, reflétant une image de l'Américain moyen, mais qui découvre les affres de la société dans laquelle il vit. Ross MacDonald, et c'est pour ça que je le cite isolément, est le premier à évoquer les crimes écologiques à propos de l'incendie d'une forêt en 71, l'homme clandestin, et des dégâts provoqués par une nappe de mazout. En 73, la belle endormie. Donc qu'il s'agisse du droit des minorités, de la contestation de la raison d'État, des premières revendications environnementales, cette époque, et partant les romans policiers qui en sont contemporains, sont révélateurs d'un décalage très grand entre le droit, les normes applicables et l'évolution des mentalités. Décalage, voire un fossé qui provoquera les événements et soulèvements bien connus dans le monde des années 68, 1968, 1970. Quatrième époque, heureusement il n'y a pas trop d'étudiants aujourd'hui présents dans cette salle, 1990 à aujourd'hui. J'ai appelé ça entre désespoir et renoncement. Un roman, je ne lis pas que des polars, un roman c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin, nous dit Stendhal dans Le Rouge et le Noir. Je précise pour les étudiants présents que Le Rouge et le Noir n'a rien à voir avec le club de rugby local. Force est de constater que ce miroir ne reflète actuellement que peu de joie. Une société du déni s'installe, nourrie de renoncement et de découragement, écrivait le regretté défenseur des droits Dominique Baudis en 2012.
évoquant également une société minée par les incertitudes. Où est le pouvoir dans le roman policier d'aujourd'hui? Du côté des puissances d'argent, des organismes criminels de type mafieux, constate Éric Neveu, déjà cité ce matin. Nous vivons dans un monde tellement chaotique, tellement injuste, nous disent les polars les plus récents, que le pire est au moins possible, sinon probable. Le mal prend le dessus, c'est peut-être pour cela que l'on voit fleurir les monstres, les tueurs en série, les psychopathes, dans l'imagination des auteurs contemporains. Les héros eux-mêmes de romans policiers ne vont pas très bien. Sur la seule année 2010, l'impression de produire des statistiques de police nationale ou gendarmerie nationale, sur la seule année 2010, le polar a connu une véritable hécatombe de héros. Dans L'homme inquiet, Henning Mankell a enfermé Kurt Wallander dans la maladie d'Alzheimer, son héros. Ian Rankin a mis John Rebus à la retraite dans Exit Music. Et dans le dernier hiver, Ike Edwardson a plongé Eric Winter dans les eaux d'une piscine pour le perdre définitivement. Le monde est éclaté, individualisé, communautarisé, sectorisé. Il est aussi fuyant, en recherche d'échappatoires, d'idéaux perdus, de valeurs oubliées. Tout ça est très pessimiste. Je pense que ça vous plaira, monsieur le professeur Sueur, que j'aperçois ce pessimisme. Alors le polar est à l'identique. Éclaté et évadé, ou s'évadant. Alors l'éclatement, parce que tout est devenu sujet à procès, parce que des branches du droit nouvelles apparaissent, le polar a nécessairement suivi l'évolution. Il s'est donc lui-même spécialisé en différents genres très singularisés. Parallèlement, il est devenu plus juridique, plus technique, reflet d'une société surjudiciarisée. Alors sans que cette liste soit exhaustive, je crois pouvoir identifier, on va les citer les uns après les autres, rapidement, le thriller médical. Dans un hôpital, on joue avec la vie et la mort. C'est donc un lieu fertile au meurtre déguisé, en mort subite et inexpliquée. Le couple avait de mèche avec une multinationale pharmaceutique ou un institut scientifique peu regardant sur le choix de sujets d'expérimentation pour un médicament ou une cure miracle, ou avec des trafiquants d'organes. Les auteurs sont bien connus, Robin Cook, Michael Palmer, Tess Gerritsen, qui est une femme, ou Thierry Sarfati en France. Le thriller juridique, ou polar judiciaire, ou le droit procédural en tant que héros lui-même du polar. C'est-à-dire que le polar, le droit s'auto-met en scène. Alors ça c'est plutôt très américain. Mais on commence à en avoir quelques-uns en France. Un procès qu'un procureur, un avocat de la défense, un juge, souvent alcoolique, un accusé, souvent faussement accusé, des témoins parjure que l'avocat démonte en contre-interrogatoire, un jury à qui on prête toutes sortes d'intentions jusqu'au verdict. Voilà les ingrédients essentiels du genre. Si le procès constitue le cœur du roman, il n'en occupe généralement que la seconde partie. La première est constituée par tout le travail d'enquête, avec recherche de témoins, décodage d'indices, analyse de preuves, négociation et opposition entre le procureur et la défense. On sait que le genre a été historiquement créé par Earl Stanley Gardner, son célèbre Perry Mason, mais la paternité de ce thriller juridique actuel, évidemment, revient à John Grisham et à Scott Turow, mais nous avons aussi aujourd'hui Richard Noss Patterson, Philip Margolin, Steve Martini et John Leswatt. Puis nous avons aussi le polar dit de procédure, mais au sens de la procédure policière. Le cœur du roman est assuré par les travaux de l'officier de police et de son équipe. L'intrigue est donc située dans un poste de police, dans la section des enquêtes criminelles. C'est le carrefour où se retrouvent témoignages, alibis, rapports d'expertise scientifique, dossiers de recherche, rapports de filature, interrogatoire. L'enquête est habituellement dirigée par un inspecteur, au sens américain du terme, le terme existe encore, de police, responsable de l'affaire et souvent son coéquipier. À eux seuls, ils sont les héros de l'histoire. Autour d'eux gravitent les autres personnages de l'appareil, le chef du bureau, le procureur, le maire, les experts, les médecins légistes, à côté d'eux, donc les spécialistes de laboratoire. On a, comme tout est pourri, les enquêteurs des affaires internes, au sens américain du terme, donc l'inspection générale des services chez nous, viennent pimenter l'action. C'est un des genres du moment. Le polar de police scientifique, d'anatomopathologie ou de médecine légale, bizarrement et principalement l'apanage des auteurs féminins. Mais s'agissant de la dose minimale de cruauté que cela impose, cela ne m'étonne que partiellement. Patricia Cornwell, bien sûr, Cathy Reich et Iris Johansen. Le polar psychiatrique. L'enquêteur est alors moins l'inspecteur de police habituel que le profiler.
de la célèbre unité des crimes du comportement du FBI habituellement. Nous en avons quelques-uns en France, même si nous avons peu de profilers, quelques-uns aujourd'hui en gendarmerie, puisque c'est la gendarmerie qui met en place en France le profiling. Je pense d'ailleurs à un des ouvrages écrits par un de mes amis, d'ailleurs le colonel Jacques Fonbonne, qui il y a une dizaine d'années a écrit un livre qui s'appelle Cadavres à décharge, et qui justement faisait état de cette incursion du profiling dans l'enquête policière. Je passerai rapidement. Le technopolar, niche à la frontière de trois genres différents, le polar proprement dit, le roman d'espionnage, la science-fiction. Le thriller politique. Le thriller politique était l'apanage des États-Unis d'Amérique, historiquement, un meurtre déguisé en attentat dans l'entourage du président, nécessairement donc à Washington, le Secret Service chargé de la protection des personnalités ou le FBI ou un corps de police mène l'enquête. La spécificité de la niche provient du fait que des jeux de coulisses politiques, des influences occultes et des vices personnels de politiciens corrompus viennent souvent expliquer ou compliquer l'intrigue proprement policière. Le thriller politique commence là aussi à apparaître sur le territoire français. C'est un genre qui a longtemps été boudé, mais là aussi, il passe la frontière américaine. Donc, éclatement du roman policier aujourd'hui, lié à un éclatement de la société, la surjudiciarisation que j'évoquais il y a quelques instants, et l'évasion, la fuite. Alors, la fuite en arrière, avec une explosion en termes de volume de publication du polar historique ou d'érudition, et souvent il est les deux, parce que le polar historique nécessite une mise en cuisine de connaissances qui sont en général très, très, très pointues. Alors on sait que le père fondateur, Umberto Eco, avec Le nom de la rose, mais aujourd'hui nous avons une niche particulièrement occupée, donc des Britanniques, Ellis Peter, Anne Perry, Philippe Kerr évidemment, l'Espagnol Arturo Pérez Reverte, l'Américain Caleb Ware, le Cubain José Luis Somoza, et puis une école française qui est tout à fait remarquable, particulièrement prolixe, avec Jean-François Parrot, Frédéric Lenormand, Michel Le, c'est une dame, Michel Le Barrière, pour qui j'ai une tendresse particulière, sans doute parce que la gastronomie me parle, et je n'oublierai pas, d'autant plus qu'il est présent, Jean-Christophe Doris, qui est classé dans les revues savantes sur ces questions-là, et classé dans ses auteurs, et qui lui aussi a une œuvre tout à fait classée, et je le disais d'ailleurs il y a quelques jours, qui se voit affecté de l'adjectif qualificatif d'académique, historique et académique, ce qui de la part des auteurs est un compliment, je présume. Voilà, donc cette école française, la fuite, car c'est une fuite, fuite en arrière, mais fuite en avant aussi, avec le polar ésotérique. Évidemment, tout le monde connaît Dan Brown, à l'origine de la vague des eaux polars qui a déferlé sur les librairies, qui a suivi malgré tout, rendons-lui encore hommage à Umberto Eco, le pendule de Foucault, et puis Eliette Abécassis, mais il y a également Lovenbruck et autres. Enfin, aujourd'hui, on a aussi une présence très forte en librairie. Alors, Société secrète, Tractation vaticane, Manuscrits perdus, ébranlement des fondements du christianisme, conspiration, le tout dans une sauce haletante de trieur et de New Age, et vous réussissez à vendre des centaines de milliers d'exemplaires. Donc, époque éclatée, époque fuyante, j'aurais tendance à dire, sur cette époque que nous vivons, époque décadente, façon chute de l'Empire romain, diront ou écrivent certains actuellement. No future ou sans futur reprendront en chœur les générations éponymes qui ne supportent plus que l'on dise qu'elles ont toute la vie devant elles, si on s'en fie aux polémiques du moment. Peut-être, si on suit le raisonnement ici proposé. En tout cas, époque mirifique pour le polar, en ce moment, qui ne s'est jamais aussi bien porté, tel un vampire qui se nourrit de la morlande de l'époque qui le nourrit et l'inspire. En conclusion, je ne voudrais pas passer à côté
d'un hommage, un hommage que je voudrais rendre, non sans un certain chauvinisme coupable, et coupable je me lève et m'apprête à lever le camp, à un style de polar hors du temps, même s'il est daté. Ce style, comme l'écrit si finement le journaliste et écrivain du cru méridional et marseillais en particulier, Denis Trocero, écrivain, professeur, école de journalisme, journaliste, enfin, donc directeur de la rubrique judiciaire du journal La Provence. Donc, ce style, c'est, donc, pour reprendre l'expression de Denis Trocero, c'est la chanson de geste du crime à la marseillaise, sous toutes ses formes, le mauvais geste, bien sûr. Car ce style, cet univers échappe à la démonstration qu'on vient de proposer. Et c'est une exception, et il en faut bien une dans toute démonstration. Alors, tant les polars qui l'illustrent échappent aux caractéristiques de l'époque. Tous ces auteurs, tant les précurseurs, René Frény, Jean-Claude Izzo, donc tant chez ces précurseurs-là que chez Jacques-Olivier Bosco ou Gilles Delpapas, en passant par André Fortin, mon préféré à titre personnel, enfin, sauf quand Jean-Christophe Duchamp-Doris est présent, Maurice Ouivron, et donc même Jean-Christophe Duchamp-Doris, qui a commis il y a quelques années, il est toujours très très cité, même si je crois que ce n'est pas son ouvrage préféré, un ouvrage, c'est bien L'Ordure et le Soleil, hein, je ne me trompe pas, le titre. Pour la petite histoire, c'est un ouvrage à propos duquel, lorsque je faisais des cours ici de fiscal en Master 1 ou en Master 2, je proposais aux étudiants, lorsqu'ils tiraient un sujet, ils avaient deux options. Soit ils traitaient le sujet, soit à titre de joker. S'ils n'étaient pas à même de le traiter, ils pouvaient me faire un commentaire de L'Ordure et du Soleil, et c'était admis. C'est arrivé quelquefois. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas qu'un polar marseillais, c'est un thriller fiscal. Donc c'est tout à fait, enfin, me semble-t-il, on pourrait dire ça. Donc, alors, pourquoi ce polar marseillais comme exception aux propos que je viens de proposer, c'est le cas de le dire, parce que le sujet principal s'incarne non dans le flic ou dans le voyou, mais dans la ville, dans cette ville plus de 2 fois millénaire. Et là, ce n'est pas d'un droit local dont le polar est le reflet, car je vous rassure, il n'en existe pas, enfin, je ne crois pas à tout le moins, mais de la cité elle-même. Mais après tout, je l'ai déjà dit en introduction, polis, en grec, signifie à la fois la cité, les institutions et la ville. Donc le polar marseillais, que j'ai mis à part de ces démonstrations, est donc peut-être à ce titre le plus orthodoxe qui soit. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Donc, hier, le fil rouge était manifestement la sociologie. Aujourd'hui, c'est bien évidemment les sciences politiques. On a eu une seconde théorie politique énoncée au fond à l'instant. Ce serait peut-être une théorie politique fondée sur le crime. Est-ce que vous ne faites pas l'hypothèse que donc, le polar, il organise 3 crimes? Historiquement, le premier crime, ce serait celui des institutions. Le second crime, ce serait celui du sujet, le sujet des abusés du roman noir. Le troisième crime, ce serait celui de la société. Alors la question qui se pose, c'est qui est le criminel? Alors si on lit le roman d'Agatha Christie, Le meurtre de Roger Ackroyd, qui est commenté par Pierre Bayard, le criminel, c'est le récit d'un roman. On s'aperçoit que le narrateur qui raconte qu'il y a des crimes, en fait, est le criminel. Le narrateur, c'est bien évidemment l'écrivain, mais l'écrivain, c'est aussi celui de la place du lecteur. Donc, au fond, la fonction de ces romans, ce serait de nous faire les meurtriers de ces 3 figures, que sont les institutions, le sujet et aussi la société. Mais alors, la conclusion, est-ce qu'au fond, cette conclusion n'est peut-être pas un petit peu inverse que celle que vous évoquez? Est-ce qu'il n'y a pas une extraordinaire puissance critique qui fait que, au fond, ça nous fait nous rendre compte que le roi est nu, mais ça ne nous empêche pas d'être dans les institutions, d'être un sujet et d'être aussi dans la société, même si, ce qui est mon cas, je n'y crois pas du tout. Par exemple, est-ce que je crois à l'université? Plus du tout. Est-ce que ça m'empêche d'être un professeur et d'essayer de le faire bien? Non. Et donc c'est un monde à la fois désenchanté, mais au fond, il faut être peut-être un héros pour vivre dans ce monde désenchanté. Mais c'est une belle figure, c'est une figure aussi, c'est une figure du tragique. Est-ce que c'est un peu ce monde-là, cette théorie du politique-là, que tous les deux, au fond, vous articulez, parce que peut-être aussi dans le ça aussi qu'on a vu tout à l'heure.
Oui, c'est un angle de présentation tout à fait pertinent. C'est Frédéric Dard qui disait ne dites pas que j'écris des choses extrêmement sérieuses, personne ne le sait, et si on le dit, je risque de me retrouver enseigné, précisément d'ailleurs sur le banc des universités. Donc c'est, oui, sans doute, beaucoup de vrai dans ce que vous dites. Bien, je vous remercie beaucoup. Nous allons donc maintenant peut-être continuer un petit café avec la juridiction administrative chez les auteurs classiques de la littérature française, avec mon collègue Frédéric Collin de l'Université d'Aix-Marseille. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, quelques mots de remerciement pour toute l'équipe qui nous a très très bien accueillis. Puis M. Richard notamment, Sophie Pérez bien évidemment, qui a pensé à moi pour cette intervention. Je m'excuse un petit peu pour mon débit, je vais devoir m'interrompre à cause du rhume parce que je dois soigner un peu la voix. Mais et je vais essayer d'être à peu près pas trop décousu, vous ne m'en voudrez pas si c'est le cas. Je m'excuse aussi tout d'abord d'une petite modification. En réalité, au cours de la préparation de l'intervention, puisque la recherche se fait sur le tas, entre guillemets, je me suis rendu compte que il serait peut-être encore plus intéressant d'évoquer le droit administratif dans les auteurs classiques français que la juridiction administrative. Tout simplement parce que la juridiction administrative a fait l'objet de quelques mentions assez explicites et j'ai trouvé qu'il était peut-être encore plus difficile de trouver des mentions du droit administratif. Alors, vous allez en pâtir, puisque j'ai vu quelques traces, mais vraiment très ténues, du droit administratif, donc en tirer des linéaments, quelque chose d'assez particulier. Ceci étant, du coup, ce sera sans doute un peu moins divertissant que certains autres intervenants, vous m'en excuserez aussi. Par contre, je trouve que concevoir notamment le droit administratif comme un instrument pour faire passer quelques messages, c'est pas forcément inintéressant comme axe de développement. Alors je vais commencer par une citation qui m'a paru là aussi assez symptomatique d'une certaine approche de l'évocation du pouvoir administratif plus précisément. Une citation de Chateaubriand dans les années 1830. Il est déplorable d'en être à ses craintes de surprise, d'avoir sans cesse à se défier, à se défendre du pouvoir administratif comme d'un ennemi, de ce pouvoir qui devrait être le premier à instruire les citoyens, à les inviter à l'exercice de leurs droits. Voilà, ça résume, je pense, pas mal la position de pas mal d'auteurs du 19e, qui va être la période que je vais évoquer principalement dans mon intervention. Alors, je ferai, comme tout bon juriste, vous verrez, un plan de partie, de sous-partie, qui ne s'applique pas forcément complètement à la fiction, mais qui s'applique au droit administratif, en tout cas. Voilà. L'idée de mon introduction, qui ne sera pas une introduction classique, vraiment en entonnoir, mais qui évoquera certaines des pistes que j'avais envie d'envisager, ou des idées qui vont revenir dans le cours du développement, c'est qu'effectivement, le droit et la littérature créent un monde, chacun dans leur genre, basé sur des fictions. Il y a tout un tas de fictions juridiques, bien sûr, qu'on connaît tous et toutes. Les relations entre droit et littérature ont été évoquées beaucoup mieux que ce que je le ferai de manière plus globale. En Europe, alors on a évoqué l'épopée mandingue hier. En Europe, on a des épopées extrêmement célèbres. Moi, j'avais retenu comme exemple la saga islandaise, qui dès le XIe siècle pose les bases de cette relation entre une certaine fiction, le degré de fiction dans la saga n'est pas forcément complètement fixé, et qui me paraissait une piste assez intéressante. Et le roman, au XIXe siècle, bien sûr, n'échappe pas à ces dynamiques-là. Et particulièrement, justement, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce que le roman peut dire du droit administratif qui se construisait. Alors, la juridiction administrative, je parle sous contrôle, n'ayant pas, pour une bonne partie du siècle, la justice déléguée, le droit administratif était en période de construction. On a des grands auteurs qui phosphoraient sur la question. Donc, il me paraissait quand même extrêmement étonnant de pouvoir concevoir qu'un auteur de fiction était déjà au courant de ce droit et assez intéressé pour vouloir l'évoquer dans son œuvre. Déjà, je trouvais, quand on fait le sondage
Nous-mêmes, en tant qu'enseignants, en première année de droit, parmi les étudiants d'amphithéâtre, qui connaît le droit administratif ou l'administration, on voit bien que la connaissance moyenne de l'administration française est quand même, je veux dire, sans m'avancer trop, assez médiocre. Donc, essayer de transposer l'action administrative dans un roman, ça me paraissait assez particulier, assez curieux. Je comprends plus la dramaturgie du droit pénal, hein, comme on l'a évoqué, notamment avec Balzac, ou du droit civil, avec les questions de succession. Effectivement, on comprend qu'il y a des enjeux qu'on peut transposer dans la vie quotidienne du lecteur qui peut susciter la dramaturgie. Le droit administratif, ça paraît un petit peu plus ténu. Donc, qu'un auteur s'y intéresse, ça me paraissait vraiment particulier. Après, la question des prérogatives de puissance publique, par exemple, peut expliquer une certaine connaissance de certaines procédures. On va y revenir. Alors, comme on l'a évoqué, oui, ce que je disais à l'instant, le droit pénal, le droit privé sont véritablement la grosse part des citations juridiques de l'époque, notamment on l'a évoqué, comme je disais à l'instant, avec Balzac, dont le roman juridique était un auteur incontournable. On verra que Balzac utilise un petit peu le droit administratif sous un angle assez spécifique lui aussi, et vu ses relations assez compliquées, on va dire, avec l'administration fiscale, notamment. Les pistes les plus importantes, il faut le reconnaître aussi, sont celles qui évoquent le Conseil d'État. Je vais citer à plusieurs reprises le Conseil d'État dans mes développements. Les conseils de préfecture, avouons-le, je n'ai quasiment trouvé aucune trace, voire une, mais qui, je ne pense que je ne citerai pas ici, pour ne froisser personne. Donc, le Conseil d'État fait plus l'objet de mention, notamment par le biais, en réalité, de la carrière administrative, plus que de l'action du Conseil d'État. Sur l'action même du Conseil d'État, je citerai sans doute un exemple tout à l'heure, qui me paraît assez intéressant, notamment de l'intégration dans la société parisienne, évidemment. Alors, pour résumer ce que je suis en train de dire, il est clair que, contrairement au droit pénal, le droit administratif, à ma connaissance, je peux être détrompé par certains d'entre vous, ne constituera jamais le cœur d'un roman. Il va servir à définir plutôt un personnage sous son aspect professionnel. Et à cette occasion-là, dans une certaine mesure, l'auteur va pouvoir aller jusqu'à décrire l'application du droit administratif. Vous voyez, il y a quand même plusieurs étapes à franchir dans l'explication. Ce qui va être le cœur de l'essai de ce que je vais tenter de vous exposer, c'est vraiment l'utilisation du droit administratif, pas la présence d'un fonctionnaire dans un roman ou sa carrière administrative. C'est la manifestation vraiment plutôt du droit administratif à l'œuvre. Donc, la présence d'un sous-préfet, vous l'avez évoqué aussi, du préfet, du maire, de l'élu, du maître d'école, de l'ingénieur d'État, on en trouve des traces. Ceci étant, leur pratique du droit administratif, là par contre, on en trouve très très peu de traces, évidemment. Ce qui me paraît à la fois plus subtil, et ce qui, je pense, en dit encore beaucoup plus sur l'auteur lui-même. Parce que, comme je vous le disais, savoir à l'époque ce qu'était le droit administratif pour pouvoir en faire une utilisation à peu près cohérente, et en tout cas exacte, demande évidemment des efforts et une connaissance de la matière qui était de loin pas celle du commun des mortels. La matière jurisprudentielle aussi à l'époque étant ce qu'elle est, ça veut dire qu'il fallait avoir des contacts avec des personnes introduites essentiellement dans la juridiction. Une fois qu'on estime que cette contrainte est dépassée, je pense que ce qui a intéressé les auteurs, c'est que une fois qu'ils ont compris que c'était un droit par essence inégalitaire, ça fournit quand même un substrat intéressant pour le développement d'une intrigue ou pour le développement d'un personnage qui va montrer justement comment il utilise le droit administratif, soit entre guillemets correctement, soit dans son propre intérêt pour développer par exemple sa carrière. Donc finalement, pour tempérer ce que je disais dans ma première phrase d'exposé, le ressort dramatique existe.
Il est sans doute il peut paraître moins puissant que le droit pénal, évidemment, mais le ressort dramatique peut exister. Voilà. Pour revenir sur la question de savoir pourquoi est-ce qu'un auteur va utiliser le droit administratif, peut penser, ne serait-ce que ça, à utiliser le droit administratif dans son œuvre, je vais évoquer en quelques mots, puisque ça a déjà été fait hier pour l'essentiel, le parcours de formation des auteurs, notamment des auteurs célèbres du XIXe siècle. Et on se rend bien compte qu'à cette occasion-là, comme ça a été cité pour Balzac, de très nombreux auteurs célébrissimes français, depuis le XIXe siècle, ont fait des études de droit, tout simplement. Sont passés, sont finalisés, on va dire, sont passés par la faculté de droit. On a cité Balzac hier, on a eu bien sûr Émile Zola, que je citerai à quelques reprises. Gérard de Nerval, qui a travaillé lui aussi chez un notaire, Stendhal, auditeur au Conseil d'État, qui visiblement n'a jamais réussi à être maître des requêtes, d'après ce que j'ai retenu, et qui en aurait conçu quelques ressentiments. Voilà. Il en fait, ce que j'avais noté, il fait par contre de Lucien Leven un maître des requêtes. Donc lui, par contre, contumace, on pourrait dire, son héros parvient là où il n'est pas parvenu. Mérimée, lui aussi, a fait des études de droit. Alors Mérimée, c'est un peu plus compliqué. J'ai essayé de trouver dans ses œuvres des mentions du droit administratif. Je ne suis pas vraiment parvenu, mais c'était une piste qui m'avait paru intéressante. Voilà, je ne tends pas du tout, je vous le précise ici, je ne tends pas du tout à l'exhaustivité, bien évidemment. Je n'ai pas pu lire l'ensemble de l'œuvre des auteurs du XIXe siècle, vous m'en excuserez pour la préparation de ce papier. Donc je vais essayer de me cantonner à des œuvres assez connues et à des auteurs qui font entre guillemets l'unanimité. Pour le développement, pour faire bref dans les brumes de mon rhume, j'ai choisi donc un plan de partie, je vous cite très brièvement pour que les choses soient claires aussi bien pour moi que pour vous. Donc dans la première partie, j'évoquerai le droit administratif comme expression d'une subordination sociale, avec deux sous-thèmes. La critique de la procédure administrative par certains auteurs, et une autre critique, celle de la toute-puissance administrative dans certains cas. Et dans la deuxième partie, j'évoquerai le pendant, en réalité, le droit administratif comme reflet de l'essor républicain d'alors, avec la contribution du droit administratif au progrès social, tel qu'on le concevait alors, et la participation du droit administratif à l'État, que vous évoquez aussi, à l'État gendarme d'alors. Bien, sur la première idée, sur l'expression d'une subordination sociale, on a évidemment des critiques qui sont assez fortes, qui sont formulées par divers auteurs, notamment qui passent par l'idée que l'intérêt public ou la chose publique, comme l'avait évoqué Balzac dans une de ses œuvres, dans une ténébreuse affaire, il évoquait une chose publique aveugle et muette, ingrate et froide, avec le zèle qu'un mot de l'empereur imprimait à sa machine politique ou administrative. L'idée très puissante à l'époque, vous l'avez évoqué aussi, évidemment, le fait que le concours administratif n'est pas encore en place, on le met progressivement en place, notamment devant le Conseil d'État, justement, pour garantir l'impartialité des juges, avec, donc on le sait très bien, toute une fonction publique qui se bâtit, j'y reviendrai brièvement, sur le favoritisme, voire le népotisme dans certains cas, et de certaines dynasties administratives qui se créent, des ministères qui fonctionnent, on pourrait dire maintenant, de manière assez aléatoire, sur des bases assez fantaisistes parfois. Alors sur la première thématique, sur la critique de la procédure administrative elle-même, évidemment on a plusieurs traces qui sont toujours utilisées aujourd'hui en réalité, que ce soit dans les romans, le journalisme, voire la science administrative. Première critique formulée, la question du pointillisme extrême de la procédure administrative qui va exiger de l'administré la mise en place de toute une conformation à des dossiers qu'on lui demande de remplir. Une déconnexion aussi de certains décideurs par rapport au réel qui vont fournir des situations en principe à même de capter l'intérêt du lecteur. Ce qui m'a paru intéressant dans cette idée de pointillisme et de procédure administrative, c'est que vous savez qu'on présente, nous en tant qu'enseignants,
le droit administratif comme un droit essentiellement, essentiellement c'est encore à voir, mais essentiellement objectif. C'est-à-dire le droit administratif est là pour faire très très bref, pour incarner la loi de manière rationnelle. Bien évidemment, dans le roman, ça n'est pas forcément cet axe-là qui va être développé, c'est l'idée notamment d'une objectivité de façade et d'un droit administratif qui pourra être instrumentalisé par ces acteurs, pour le pire bien évidemment, mais parfois aussi pour tenter de concrétiser le meilleur. Donc l'idée de concrétisation de la norme administrative est une idée qui est développée dans plusieurs romans, avec le caractère unilatéral de la procédure administrative qui est évoqué. L'exemple type, ce qu'on enseigne pour notre part en 3e année à l'université Aix-en-Provence, l'expropriation, qui est la procédure basique de type unilatéral, avec prérogative de puissance publique. L'expropriation a été utilisée à plusieurs reprises dans quelques romans. C'est un moyen, je trouve, intéressant pour les auteurs pour confirmer la situation d'abaissement de l'administré par rapport soit à l'organisation sociale, à l'État globalement, soit par rapport à un fonctionnaire en particulier, effectivement, qui va pouvoir mettre en œuvre la procédure spécifiquement, sans tenir compte de quelque manière que ce soit de la situation dramatique dans laquelle l'expropriation met tel ou tel administré ou tel personnage. L'expropriation n'est pas non plus décrite que sous cet angle-là. C'est aussi, pour certains, l'occasion de décrire le triomphe du progrès. On peut se resituer dans la politique du baron Haussmann, notamment, de reconfigurer Paris. Donc ça a été exploité à l'époque, évidemment, énormément dans les médias, mais parfois aussi dans certains romans. Et situation très très compliquée ici, donc je ne vais pas développer ici, mais il y a eu on va dire du bon, vous disiez, du bon et du mauvais dans l'histoire. Ça a permis aussi des enrichissements personnels évidents de certains expropriés. Voilà. L'idée quand même que j'avais retenue, c'était la référence à l'épée de Damoclès. On a bien sûr des hypothèses dans lesquelles on sait que l'expropriation va intervenir, mais les procédures de l'époque étant ce qu'elles étaient, on ne savait pas quand. Donc pendant tout un temps du roman, effectivement, un des personnages, plusieurs, attendent que voilà, tout ça se concrétise sans savoir en plus quel allait être le montant d'indemnisation proposé, qui souvent s'avérait complètement dérisoire. Voilà, c'est le cas notamment j'ai trouvé cette trace-là dans un ouvrage de Georges Duhamel, La Chronique des Pasquiers. Voilà, il décrit une procédure d'expropriation qui est en cours comme ça, qui met beaucoup de temps à prendre forme. Alors dans l'idée des prérogatives de puissance publique, on aurait pu citer aussi, je vous l'évoque simplement en un mot, le colonel Chabert, avec sa disparition, qui fait qu'il est privé de ses revenus, qui sont en fait transférés à sa femme, par décret de l'empereur, et lui se retrouve quasiment privé de la quasi-totalité de sa fortune personnelle. Voilà. Alors sur ces procédures administratives, bien évidemment, je vous l'indique, bien évidemment, le détail des procédures, bien sûr, n'est pas évoqué. On va indiquer que l'expropriation est en cours. Sur la technique même, bien évidemment, l'auteur ne va pas jusqu'à fouiller, comme dans un cours de droit administratif, quels vont être, quels vont être les délais, notamment, ainsi les décideurs précis, notamment. Donc pas de référence au projet, par exemple. Ce qui est plutôt intéressant, je pense, c'est que je l'avais relevé, le fait que ça permet d'alimenter des romans qui sont de type réaliste, et ça permet vraiment d'incarner certains personnages. Et notamment dans cette procédure d'expropriation, je me suis rendu compte que on avait des relations assez subtiles qui se créaient entre l'administration qui développe son projet d'expropriation d'un côté, et de l'autre, les administrés qui peuvent faire l'objet de l'expropriation, de cette procédure, d'une autre procédure unilatérale, qui vont eux-mêmes essayer de mettre en place des stratégies éventuellement pour essayer d'échapper
ou de contrecarrer le projet administratif sans aller pour autant jusqu'au procès. Mais je l'avais vu ça notamment dans le curé de village de Balzac, où une des personnages, Madame Gralin, finance sur ses propres deniers la construction d'un mur, donc il lui coûte vraiment beaucoup d'argent, sur plusieurs années, mais qui permet de faire obstacle à l'administration sur la réglementation d'époque des bois non clos, qui aurait permis à l'administration de récupérer ces bois. Voilà, donc vous voyez des stratégies assez fines et que j'ai trouvé vraiment assez étonnantes de la part des auteurs d'aller jusqu'à ce degré de recherche de réalité procédurale, évidemment. Donc c'est sans doute en fait plutôt que la procédure elle-même, les effets de la procédure qui sont recherchés. Évidemment, quand on parle de l'expropriation, c'est la privation de propriété. Donc évidemment, c'est là-dessus que les auteurs insistent. C'est pas une analyse juridique au sens strict du terme, mais les effets du droit administratif de l'époque, ou des effets qui étaient largement plus unilatéraux, qui mêlaient aussi pour les fonctionnaires, notamment le préfet, des pouvoirs de police, par exemple, de police administrative, j'y reviendrai à la fin de l'exposé, et des pouvoirs de police judiciaire. Puisque le préfet pouvait ordonner des perquisitions. Donc là aussi, des choses assez intéressantes. Donc voilà, assez peu d'utilisation aussi, il faut être clair, du vocabulaire juridique technique de droit administratif. Là, effectivement, à part des mentions très ponctuelles, comme expropriation, comme j'indiquais, voilà, des mentions plutôt superficielles. Dans cette hypothèse-là, j'avais relevé aussi la politique du tout-papier, qu'on connaît encore, malgré le XXIe siècle. Donc je ne vais pas développer ici beaucoup. J'avais relevé notamment Courteline, que tout le monde connaît, avec Messieurs les ronds de cuir, qui est un ouvrage assez intéressant, on va dire, de sciences administratives. En réalité, en le relisant, pour tout vous dire, j'étais assez déçu par rapport à la préparation de mon papier, parce que je n'y ai pas trouvé d'expression en tant que telle du droit administratif. On a une description d'une certaine vie administrative au ministère, mais la pratique en fait du droit administratif n'apparaît pas. À part cette idée du tout-papier, où évidemment on a quelques fonctionnaires dont le rôle semble se cantonner à venir au bureau simplement, voilà, pour y faire je ne sais trop quoi, et parfois en fait à déplacer des piles de papier, pour les mettre dans des placards qu'on va s'empresser de fermer à clé pour ne pas instruire les dossiers. Je vous rappelle, parce que à cette occasion-là, j'ai retrouvé l'anecdote, je vous conseille de vous renseigner là-dessus. C'est Courteline qui, dans la vie réelle, avait inventé le chronomètre. Donc c'est un ustensile assez intéressant que je vous conseille je vous conseille de vous renseigner là-dessus. C'est assez fascinant. Alors, je vais vous faire quand même une petite citation de Courteline, parce qu'il était quand même terriblement cruel envers les fonctionnaires. Voilà, un petit résumé de la procédure administrative, puisque c'est le thème, on finira peut-être un petit peu là-dessus sur la thématique. Tu vas voir, c'est très curieux. Les uns, les rédacteurs, rédigent des lettres qui ne signifient rien. Les autres, les expéditionnaires, les recopient. Là-dessus arrivent les commis d'ordre, lesquels timbrent de bleu les pièces du dossier, enregistrent les expéditions, et envoient le tout à des gens qui n'en lisent pas le premier mot. Voilà, donc ça résume la procédure administrative de manière assez crue, on va dire. Bien, donc évidemment, on peut considérer, en poussant à l'extrême, que cette pratique administrative dévoyée peut aller jusqu'à l'extrême, et la satire donc n'épargne pas l'administration, évidemment. Et c'est là que je ne citerai pas la citation sur les conseils de préfecture et les conseillers de préfecture. Sur un autre plan, une dernière remarque sur la procédure. Kafka s'en était fait le chantre, mais là, mon propos se cantonne à la France. On a un comportement inhumain de l'administration dans le respect extrêmement strict de ces procédures, et j'ai trouvé notamment une référence, je préfère aller directement sur cette référence, dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Quelque chose qui, dans une œuvre, paraît fascinant,
Et là, je n'ai pas les outils à vous proposer, en tout cas personnellement, pour faire un commentaire. Le jour de l'exécution du condamné, quelqu'un frappe à la porte de sa cellule et on fait rentrer dans sa cellule une personne qu'il ne connaît pas. Et cette personne s'avère être un architecte de l'administration pénitentiaire qui vient faire des maîtrais de sa cellule pour prévoir dans le cadre d'une politique de rénovation des cellules. Voilà. Ça ne pouvait pas attendre le lendemain. Le jour de son exécution, il y a un procès, comme si de rien n'était, comme s'il n'était quasiment pas dans la pièce. On échange très banalement sur ces derniers instants. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, et là je trouve qu'il y a une puissance qui échappe à ma compréhension, je vous le dis clairement, hein, de création et d'incarnation des choses, par le biais de la procédure administrative. Bref, dans le deuxième idée de cette première partie, je vais évoquer brièvement la critique de la toute-puissance administrative. En fait, par quelques exemples, pour essayer de ne pas trop vous lasser. Émile Zola, là, j'ai trouvé, était un très bon auteur sur ce biais-là, notamment par son œuvre qui tourne autour d'Eugène Rougon, hein, sur les Rougon-Macquart. Il est conseiller d'État et effectivement, on voit qu'il utilise cette fonction hein, pour son propre profit, on y reviendra. C'est l'occasion, même si je ne vais pas l'expliquer ici, pour Zola de remettre en cause la théorie du ministre-juge, cette occasion-là. C'est aussi l'occasion de rechercher les failles de l'administration, du système juridique de droit administratif d'alors. Et c'est l'occasion aussi, bien sûr, de dénoncer l'impuissance, hein, l'impuissance de l'administré face à une machine administrative qui est dotée de moyens qu'il ne sera pas possible de